Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bonjour et très heureux de vous retrouver ce dimanche matin. On va parler investissement, placement immobilier et on va commencer tout de suite avec l'épargne courante des Français. On va recevoir Estelle Dola, notre invitée de la semaine, présidente de la société Private Corner, une plateforme en ligne qui propose une sélection de fonds en private equity. On va vous expliquer d'ailleurs ce qu'est le private equity et on terminera notre rendez-vous avec Olivier Maltès, notre expert en marché financier qui va nous parler de confiance des consommateurs. C'est parti. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Et comme je viens de vous le dire, je vais commencer à vous parler de l'épargne en France. Depuis la fin de l'été, les Français ont continué à économiser malgré les dépenses de rentrée. Alors c'est effectivement un phénomène remarquable parce qu'en septembre, les Français ont mis de côté 2,7 milliards d'euros. Habituellement, ce mois est marqué par des retraits en raison de dépenses scolaires et des impôts. Mais cette année, on observe une collecte nette 10 fois supérieure à la moyenne des années précédentes. Cela montre que la prudence reste de mise, même avec des frais de rentrée. Alors sans surprise, l'assurance vie a été le grand favori. Elle a atteint un solde positif de 2,5 milliards d'euros, ce qui est un record depuis 2019. À côté de ça, les livrets comme le livret A ou le LDDS, entendez par là livret de développement durable et solidaire, ont été moins attractifs. J'allais même dire seulement avec 210 millions d'euros. Alors on voit que les épargnants semblent préférer des placements plus stables et rémunérateurs à moyen terme. Alors plusieurs éléments peuvent expliquer l'engouement pour l'assurance vie. D'abord, l'absence de réforme majeure sur l'assurance vie a sans doute rassuré les épargnants. Mais par ailleurs, avec des taux bas sur les livrets, l'assurance vie apparaît plus attractive pour ceux qui cherchent à faire fructifier leur épargne sur le long terme sans forcément avoir besoin de liquidités immédiates. Alors la grande question, c'est doit-on s'attendre à la même tendance les prochains mois ? Alors on n'a pas encore les chiffres pour tout vous dire, pour y répondre, mais octobre est habituellement marqué par des retraits, notamment sur les livrets qui n'ont pas fini ce mois d'octobre dans le vert depuis 2012. Alors si l'épargne continue malgré ce contexte, cela pourrait refléter une prudence accrue des Français face à l'incertitude économique. Ce sera donc un véritable test de confiance à suivre dans les prochaines semaines. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. Nous sommes avec Estelle Dola, présidente de Private Corner, une plateforme en ligne qui propose une sélection de fonds de private equity de premier plan. Bonjour Estelle Dola. Bonjour Thomas Binet. Estelle Dola, on va commencer par la première chose qu'on doit faire quand on parle de private equity, parce qu'il n'est pas sûr que tout le monde connaisse bien la traduction de ce terme. Alors que signifie private equity ? Le private equity, c'est tout simplement le fait d'investir au capital de sociétés non cotées en actions. Après, de manière plus large, oui. Vous avez les actifs cotés et les actifs non cotés. Et dans les actifs non cotés, vous avez donc du capital investissement, si on parle français. C'est ce que j'allais vous dire, c'est le terme en français, c'est la traduction, c'est capital investissement. Oui. De la dette privée et l'investissement dans des infrastructures. Alors on investit dans des sociétés non cotées, c'est bien ça ? Tout à fait. C'est quoi une entreprise, une société non cotée ? Une société non cotée, c'est une société qui est gouvernée par les entrepreneurs en général qui ont été à l'initiative de la création de cette société et parfois, et de plus en plus souvent, accompagnée par des investisseurs financiers que sont les fonds d'investissement pour les aider dans leur développement, dans leur croissance, dans leur processus de mise en place de politiques ESG, donc de politique environnementale, sociétale et de gouvernance. Et donc, ce sont des sociétés qui ne sont pas cotées sur un marché quel qu'il soit. Et donc, l'objectif, c'est de les aider à croître. Et en fait, vous avez plusieurs stratégies sur le capital investissement selon la maturité de l'entreprise en question. On va rentrer dans le détail dans un instant. Mais alors, je me mets à la place de celui qui nous écoute ce dimanche matin. Il se dit, tiens, ça peut être intéressant, private equity, je ne connais pas, je vais peut-être investir. Comment peut-il s'y prendre ? Comment ça fonctionne concrètement ? Alors, c'est une bonne question qu'il se pose déjà. Néanmoins, avant de prendre une quelconque décision d'investissement, le réflexe à avoir, c'est d'aller voir un professionnel
un conseiller, ce qu'on appelle les CGP, les en conseils gestion de patrimoine ou de fortune, son banquier privé. D'accord. Il y a certaines banques privées qui proposent également ce type d'investissement, de manière justement à être bien accompagné, puisque comme on vient de l'évoquer, pas mal d'épargnants aujourd'hui ne savent pas quels sont les tenants et aboutissants de cette classe d'actifs, quelle est la profondeur de marché également de cette classe d'actifs. Et donc, il est fondamental d'être accompagné par un professionnel pour décider quelle part on va allouer, quelle part de son patrimoine on va allouer on va en parler, dans ce type d'investissement et quel niveau de risque-rendement on va choisir, puisque effectivement, selon les stratégies que vous choisissez, vous avez un risque associé à un rendement on va en parler aussi du risque important. Estelle Delat, ça s'adresse à qui, private equity? Qui peut investir là-dedans? N'importe qui. J'aurais tendance à vous dire un ticket quand même. Tout le monde, mais ça va dépendre de la typologie du produit dans lequel on va choisir d'investir et de son profil patrimonial. Alors, vous dites type de produit, on va essayer d'être concret. Vers quel type de produit on peut investir, justement pour que les gens se rendent compte de ce que ça signifie? En fait, quand vous êtes investisseur privé, vous avez deux grandes familles de fonds d'investissement ou d'investissement en général que vous pouvez réaliser. Vous avez soit des fonds qui sont plutôt orientés sur des investisseurs retail. La banque privée d'investissement propose actuellement un fonds qui est accessible à partir de 500 €. Oui. Et vous avez des fonds qui sont plutôt orientés pour une clientèle patrimoniale qui, eux, sont accessibles à partir de 100 000 € d'investissement, lesquels 100 000 € vont être déployés sur une période de 4 à 5 ans. Donc, il faut mettre 100 000 €. Si vous voulez faire du non-côté, comme pourrait le faire un investisseur institutionnel ou une grande famille, effectivement, alors, vous êtes contraint d'investir des montants de 100 000 € minimum. Voilà. Ceux qui nous écoutent se disent c'est colossal comme somme. La plupart du temps, on ne l'a pas devant soi. Mais ce que vous voulez dire, au-delà de la somme que ça représente, c'est pour aussi que ça soit intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien, par exemple, des SCPI qui proposent des tickets très, très bas. À partir de 100 €, 1 000 €, on entend un peu tout. Mais on sait aussi que la rentabilité derrière est moindre, de fait. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que pour que l'effet de bascule se produise, il faut considérer que sans avoir mis 100 000 € sur la table, ça ne va pas être si intéressant que cela. C'est ça. En fait, vous allez laisser sur la table plusieurs points de performance par rapport aux performances qui sont historiquement constatées sur des fonds à dimension institutionnelle. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comme dans n'importe quel domaine d'intervention, vous avez des sociétés de gestion qui sont excellentes et d'autres un peu moins bonnes et d'autres pas bonne du tout. Faut le dire aussi. Et donc, entre ce qu'on appelle le top quartile et le bottom quartile, c'est-à-dire si on sépare en 4 parts égales toutes les équipes d'investissement, il y a 17% d'écart de performance entre les meilleurs et les plus mauvais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà un enjeu très très fort à bien sélectionner les gens à qui on va confier son argent d'une part, mais aussi comment fonctionne et comment est structuré le produit dans lequel on va décider d'investir. C'est un investissement long terme, automatiquement? Totalement. Voilà. En tout cas, dès lors qu'on décide de mobiliser 100 000 €, puis après, à partir de 500 €, justement, comme vous avez des fonctionnements qui vont être différents, c'est ça qui est aussi lié au fait que vous êtes implicitement d'accord avec le fait de laisser quelques points de performance sur la table, notamment en termes de liquidité, alors que c'est par définition une classe d'actifs sur laquelle on ne peut pas demander le rachat, en tout cas de manière empirique. Un point de vigilance, Estelle Delat, pour terminer notre rendez-vous. Est-ce qu'il y a un point de vigilance particulier auquel il faut que les gens pensent quand ils veulent investir en private equity? Une fois qu'on a fait le choix du bon produit et du bon gérant sous-jacent, je dirais, le troisième point de vigilance à avoir, c'est les frais qui sont associés aux produits auxquels on va souscrire, que ce soit aux produits ou à l'enveloppe, même parfois assurance vie, parce que justement, vous avez parfois plusieurs couches qui contribuent également à creuser l'écart entre la performance brute créée par le portefeuille sous-jacent et ce que vous allez être en capacité à restituer à l'investisseur à la sortie de l'entonnoir. Bon, plusieurs points donc à regarder, et les frais, c'est le dernier point que vous avez donné. Merci Estelle Delat d'être passée du côté d'Oser Investir, et je rappelle que vous êtes la présidente de Private Corner. Merci beaucoup. Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert.
Alors Olivier Malteste, vous êtes avec nous ce matin, vous êtes notre expert en marché financier, vous enseignez également à Paris-Dauphine. Alors vous allez nous parler de confiance et en particulier de confiance des consommateurs. Alors, d'après ce que je sais, ce que je m'en souviens en tout cas de mes études, dans le site Corneille fait dire à Don Fernand, le trop de confiance attire le danger. Est-ce que c'est également le cas sur les marchés, Olivier ? Alors Thomas, ça dépend du sujet en fait. Oui. Si c'est pour vos placements personnels, oui, il convient d'être diversifié, de prendre du risque en fonction de votre horizon d'investissement et ça vous le répétez pratiquement toutes les semaines à vos auditeurs et vous avez raison. Par contre, en revanche, pour l'économie ou les marchés financiers en général, j'aurais tendance à répondre par la négative. Ah, vous êtes un homme de chiffres, je viens de le dire Olivier, donc je suis sûr que vous êtes venu avec un exemple concret à nous proposer. Oui, aux États-Unis par exemple, les investisseurs surveillent l'indice de confiance des consommateurs américains qui est publié par le Conference Board, organisation de recherche économique américaine. Et en octobre 2024, donc le dernier chiffre disponible, cet indice a atteint 108,7 points alors qu'il était attendu à 99,5. Alors, est-ce que c'est un bon signal quand on est au-dessus de 100, de la vie 100 ? Alors oui, 100, c'est le niveau de comparaison par rapport à l'année 1985, qui est considéré comme une année neutre en termes de confiance. Mais le plus important, plus que le niveau, c'est vraiment la dynamique de cet indice et de savoir s'il s'améliore ou si au contraire, il se détériore. Et là, comme le niveau en plus est bien meilleur que les estimations, c'est vraiment un bon signal en termes de confiance. Mais alors en quoi le consommateur américain est-il important pour l'économie mondiale, Olivier ? On estime que la consommation représente environ 70% du PIB, donc de l'activité économique, de la puissance économique américaine. Et donc, en tant que première puissance économique, les États-Unis vont ensuite avoir un impact sur l'économie mondiale, évidemment, et le taux de chômage va fortement influer sur cette confiance. Et c'est notamment la raison pour laquelle l'emploi fait partie des mandats de la Banque centrale américaine. Merci Olivier et on vous retrouve une prochaine fois dans Osez Investir. Et moi je vous retrouve dimanche prochain avec grand plaisir et aux côtés de Jean-Marie Bordry. Sud Radio, Osez Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.